Donc, je suis restée 2 heures au téléphone à attendre que les pompiers répondent. Bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous montre que dans la vie, tout est possible à celui qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai. Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves. C'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est possible. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une invitée qui s'est portée volontaire sur les réseaux sociaux suite à la FAQ que j'ai lancée sur les réseaux, dont Instagram, où je cherchais le parcours d'une femme qui a subi un pervers narcissique. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Lucille qui va nous raconter un peu son histoire, tout ce qu'elle a vécu, comment elle a survécu. Bonjour Lucille, comment tu vas ? Bonjour, ça va, merci. Alors, merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai l'habitude, sur les autres interviews, de présenter la personne que je reçois. Aujourd'hui, je ne te connais pas personnellement. Alors, exceptionnellement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux nous présenter, te présenter, parler un peu de toi, de ton parcours depuis ton enfance ? Tout à fait. Alors, moi, donc, c'est Lucille, j'ai 36 ans et j'ai 2 enfants aujourd'hui. J'ai un parcours de vie qui a été assez difficile depuis ma jeunesse, puisque en fait je me suis jamais sentie à ma place. Je fais partie d'une fratrie de 3 enfants, donc j'ai une sœur qui est plus âgée, un frère qui est plus jeune, donc j'étais dans la place du milieu dans la fratrie. Et en fait, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je pense sincèrement que j'ai beaucoup manqué d'attention, beaucoup manqué d'amour, et du coup, je me suis jamais sentie vraiment à ma place dans ma propre famille. Et mes parents, en fait, n'avaient pas créé ce lien entre les frères et sœurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui à 36 ans, en fait, je n'ai quasiment plus aucun contact avec ma sœur, et le lien est totalement rompu avec mon frère. Donc une enfance où je me suis sentie toujours très seule, où je me suis plongée dans ma créativité finalement. J'étais une petite fille un peu rêveuse, un peu créative. J'aimais peindre, j'aimais bricoler, et puis surtout j'aimais être dans mon univers, et parce que j'étais vraiment très seule dans mon quotidien. Et du coup, dans ma scolarité, ça s'est ressenti, puisque pareil, à l'école, je me sentais pas à ma place. J'étais également très seule. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Et j'ai vécu par la suite, dans les années du collège, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Donc tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, qui est un sujet vraiment d'actualité. Les brimades, les moqueries, la solitude, ça a été vraiment mon quotidien pendant longtemps. Le harcèlement scolaire qui a duré pendant 5 ans, ce qui fait que j'avais vraiment aucune confiance en moi. J'étais une personne très effacée, très introvertie. Et du coup, quand j'ai eu 16 ans, en fait, je suis partie de chez moi. Je voulais absolument partir en internat parce que j'avais pas reçu de soutien de mes parents. Ils ont jamais été là pour moi. Alors, ils ont fait des choses, mais en tout cas, pas le nécessaire pour que je puisse sortir de cette situation. Donc, du coup, quand j'ai eu 16 ans, je suis partie faire une section art appliqué. Donc, j'étais quelqu'un d'assez créative, et je suis partie en internat. Et pareil, avec des parents complètement inexistants qui prenaient pas de mes nouvelles pendant la semaine où je partais, et je rentrais uniquement le week-end, où je m'enfermais dans ma chambre pour travailler ou pour peindre ou pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, je passais pas mon week-end dans une vie de famille, je passais vraiment mes week-ends seule. Et ensuite, je repartais à l'internat, et ça a été, on va dire, pour moi, une renaissance et presque les meilleures années de ma vie, parce que j'ai rencontré des personnes qui sont devenues après vraiment des amis proches, qui m'ont aidé à m'en sortir, qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi. Et du coup, après 2 ans, donc 2 ans d'internat où j'ai eu mon bac, comme j'ai pu, un peu à ras des pâquerettes, parce que forcément la situation était quand même compliquée pour moi. Mon rêve, c'était de partir sur Paris.
Je rêvais de Paris et donc j'ai été prise dans une école et je suis partie en région parisienne. Donc toujours seule parce que mes parents n'ont pas été présents non plus sur cette période-là. Et quand je suis arrivée sur Paris, en fait, j'ai retrouvé ma famille au sens plus large des personnes avec qui j'ai grandi, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, dont je suis très très proche. Et du coup, là où j'avais jamais eu d'attention de la part de mes parents ou de la part de mes frères et sœurs, du jour au lendemain, en fait, j'avais des personnes qui s'occupaient de moi, qui ont pris soin de moi, qui m'ont hébergée chez eux, qui m'ont aidé à trouver un logement, qui m'ont habillée, qui m'ont nourrie, qui ont vraiment tout fait pour moi. Et ça a été une renaissance en fait à ce moment-là, parce que j'ai vraiment pris mon indépendance, aussi financière, parce que j'ai commencé à avoir un salaire. Et du coup, c'était un peu pour moi la fin de la galère, parce que pendant ces années d'internat où je mangeais très peu, où je me suis débrouillée par moi-même. Je travaillais pendant les vacances pour pouvoir payer ma cantine finalement et payer après mon loyer par la suite quand j'ai commencé à vivre seule. Du coup, quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment une nouvelle vie qui s'offrait à moi. En fait, le fait d'arriver à Paris, de retrouver une partie de la famille, ils ont répondu finalement à ce grand manque d'amour ressenti à travers sa propre famille. Donc là, vraiment, ils ont rempli ton réservoir d'amour au taquet. Et donc voilà, tu as grandi, t'as évolué. Et tu peux nous dire à quel moment, du coup, ta vie, elle a changé? Parce que là, tu nous racontes, voilà, à Paris, ça se passait bien, tu retrouvais un équilibre, etc. À quel moment ta vie a changé? Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré cet homme qui est devenu par la suite mon mari. Donc on s'est rencontrés sur Internet, un peu par hasard, parce que moi j'étais pas spécialement à la recherche de l'amour, mais en tout cas on s'est rencontrés sur Internet. Et puis on s'est écrit, et quand on s'est écrit, j'avais l'impression que tout était parfait. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes goûts, on aimait les mêmes choses, on avait envie des mêmes choses, on avait la même vision de la vie, tout était identique. Et c'était presque trop beau et voilà, on s'est rencontrés. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul sur tout ce qui a pu se passer et sur la façon dont mon histoire s'est construite. Mais sur le coup, je le voyais pas. Moi, je voyais surtout que tout était parfait. C'était le coup de foudre? T'as eu vraiment le coup de foudre ou... Oui, je dois dire que j'ai eu le coup de foudre. Ouais. Ouais. La première rencontre. Et là, tu t'es dit, ça répondait vraiment à l'image que tu te faisais de l'amour, d'un couple, etc. Ça cochait toutes les cases. C'est ça, ça cochait toutes les cases. Et puis surtout, lui était très proche de ses parents. Donc il y avait cet aspect famille qui moi m'avait toujours manqué. C'est-à-dire que moi mes parents étaient absents. Et du coup, quand il m'a présenté ses parents, où je me suis sentie vraiment accueillie dans cette famille, où j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de bienveillance, qu'il y avait beaucoup d'amour, du coup moi ça me renvoyait à mon histoire et je me suis dit ça y est, j'ai retrouvé une famille, des personnes qui vont m'entourer, qui vont être là pour moi, qui vont m'apporter beaucoup de choses. Et puis il m'apportait une liberté un petit peu financière parce que moi je m'étais débrouillée toute seule, j'avais fait des petits boulots pendant des années. Mes parents m'ont jamais donné d'argent pour subvenir à mes besoins, donc je me suis vraiment toujours débrouillée. Je sortais en fait de plusieurs années de galère et en région parisienne, j'avais un salaire, mais voilà, j'avais un loyer et financièrement c'était pas, voilà, c'était l'équilibre quoi. Donc lui, il m'apportait là, vraiment, aussi une là, tu te sentais vraiment bien quoi. Dans ces moments, tu t'es dit, ça y est, c'est l'amour de ma vie, je vais construire ma vie à travers ça, voilà. et tout va bien se passer. Et du coup, comment ça a évolué? Raconte-nous comment ça a évolué, parce que tu as eu 2 enfants avec, à quel moment tu t'es rendu compte que ça allait plus, raconte-nous. Alors, quand on s'est rencontrés, très rapidement, en fait, il a emménagé chez moi. Au bout de 15 jours, il était chez moi. Et du coup, quand il est arrivé, il a commencé à prendre les choses en main, c'est-à-dire qu'il a commencé à ranger ma maison. C'était un petit appartement, donc à ranger mon appartement, à jeter les choses qui ne lui correspondaient pas, à se séparer de certains meubles. Petit à petit, en fait, je n'avais plus de meubles à moi, par exemple, chez moi.
Il a commencé à imposer sa façon d'être. Donc lui, il était vraiment très très maniaque. Il supportait pas que les choses ne soient pas rangées, il supportait pas que ce soit pas parfaitement propre jusque dans les coins. Moi, à cette époque-là, j'avais un chat. Mon chat, c'était un peu Un voilà, c'était réconfort. mon animal de compagnie que j'aimais beaucoup. Et lui, il supportait pas ce chat, les poils de chat, etc. Et très rapidement, il m'a fait comprendre que le chat devait partir et il a trouvé quelqu'un à qui donner le chat. Et là, tu réagis comment à ce moment-là? Alors, comment j'ai réagi? À l'époque, j'ai pas réagi, en fait. C'est ça le Ouais, pour toi, truc, c'est c'était que j'étais normal. amoureuse. C'était pas normal, mais à la fois, j'étais amoureuse, je voulais construire ma vie avec lui. Et du coup, je me disais qu'il fallait que je fasse des compromis. Voilà, il aimait des choses, j'aimais des choses, mais s'il y a des choses qui correspondaient pas, il fallait qu'on trouve des compromis. Les compromis étaient que dans ton sens, finalement, au départ. Exactement. Donc, je me suis séparée de mon chat, je me suis séparée de mes meubles, et puis voilà, la vie s'est instaurée comme ça. On a commencé vraiment à avoir un quotidien, et petit à petit, en fait, les choses ont commencé à devenir vraiment pesantes dans le quotidien. Donc, déjà, on passait tous nos week-ends chez ses parents, qui, au bout d'un moment, ont commencé à vraiment prendre trop de place. C'était passé pour moi d'une extrême à l'autre, puisque j'avais des parents absents et des parents qui étaient omniprésents dans ma vie, enfin voilà, ça ne me correspondait pas. Et puis, vraiment, j'ai commencé à vouloir lui faire plaisir, c'est-à-dire que lui, les mecs, tout soit bien rangé, bien carré et tout. Et du coup, je répondais à ses attentes, et à chaque fois que je faisais davantage le ménage ou que je rangeais davantage, il me rajoutait toujours quelque chose supplémentaire. Et moi, j'ai une question par rapport à ça. Tu te sentais, du coup, qu'il y avait un retour et que tu te sentais aimée dans ces moments-là ou pas? Mais à côté de ça, il y avait beaucoup de moments où on partait en week-end, on faisait plein de choses, et oui, je me sentais aimée, mais mon quotidien est Récompensée? devenu très étouffant. Ouais. Et du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit, «Waouh, là, il y a un problème»? Est-ce que ça a été progressif? Alors parce que, des fois, le pervers narcissique fait en sorte de et tu vas nous raconter après, d'éloigner, tout le cercle, qu'il y a autour de nous. À quel moment, toi, tu t'en es rendu compte? Je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu D'accord, compte parce que moi, j'avais envie de construire une famille, j'avais envie de me sentir aimée, et rapidement, moi, j'ai voulu avoir des enfants. Rapidement, il m'a fait comprendre qu'il me demanderait pas en mariage, que c'était à moi de le faire. Donc, mais comme il voulait pas d'enfants avant le mariage, au bout d'un moment, je l'ai demandé en mariage. Et les choses se sont faites comme ça. On s'est mariés avec toute ma famille. Moi, j'étais très très proche de ma famille. Comme je disais, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, c'était vraiment des personnes avec qui j'ai grandi, et qui comptent énormément à mes yeux, que j'aime vraiment profondément. Et petit à petit, en fait, il a commencé justement à m'isoler de toutes ces personnes-là, à me dire telle personne, enfin en fait, à me faire des réflexions sur des personnes que j'aimais vraiment, me dire elle nous fait la morale, ou telle personne en fait ne mérite pas qu'on passe du temps avec elle, etc. Et donc petit à petit, les liens se sont distendus avec toutes ces personnes-là. Et je pense que ce qui aujourd'hui m'a sauvée entre guillemets, c'est que étant donné qu'il y avait ce lien vraiment indéfectible avec toutes ces personnes, parce que j'ai une très grande famille, donc voilà, il y avait vraiment un lien, et j'ai continué malgré tout à souhaiter les anniversaires, à demander des nouvelles, à envoyer des petits messages de temps en temps, à aller aux fêtes de famille, parce que pour moi c'était inconcevable de pas y aller. Et j'ai gardé ce petit lien que lui a essayé de détruire finalement, mais il n'a pas réussi à le faire. Donc petit à petit, j'ai été isolée de ma famille, mais en gardant un petit lien pendant ces 10 ans. En fait, il y a eu ce fil rouge qui est resté. Et suite à notre mariage, on a eu notre premier enfant, on a eu notre fille. Euh, voilà, une grossesse assez difficile parce que il était extrêmement stressé. Il me faisait énormément culpabiliser en me disant si tu manges ça et qu'il y a un problème de santé, ce sera de ta faute. Et du coup, il m'a même alité pendant 3 semaines alors qu'il n'y avait pas lieu de m'aliter. Il m'a imposé, par exemple, sur la fin de ma grossesse, que sa maman vienne s'installer à la maison pendant 1 mois, alors que pour moi c'était très lourd et très étouffant. Voilà, notre fille est née, et en fait j'ai été prise dans un quotidien et dans une routine
où là, j'ai plus du tout pris conscience de tout ce qui se passait autour. C'est-à-dire que j'étais centrée sur ma fille, j'étais centrée sur essayer de tenir au mieux ma maison. Il me mettait la pression comme jamais. Et ça a commencé à être difficile dans notre couple un petit peu à ce moment-là. Et assez rapidement, j'ai voulu mon deuxième enfant parce que moi, je voulais des enfants rapprochés. Lui, il voulait aussi 2 enfants, mais il les voulait pas particulièrement rapprochés. Et surtout, on n'avait qu'une seule chambre. Enfin, on avait 2 chambres. Et il voulait pas que les enfants dorment dans la même chambre. Donc, du coup, il repoussait vraiment le moment où on allait faire le deuxième enfant. Et j'ai fini par le convaincre et lui dire, en fait, si on attend toujours d'avoir mieux, on n'aura jamais notre deuxième enfant. Et donc, la chance que j'ai eue, c'est que le deuxième enfant s'est installé très vite, contrairement à ma fille où ça a été beaucoup plus long. Et j'ai envie de dire que c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre conscience des choses, parce que même enceinte, je gérais ma fille. Quand mon fils est né, j'ai eu mes beaux-parents qui étaient en permanence là, en fait, qui venaient en vacances avec nous, qui téléphonaient tout le temps, il fallait les voir tout le temps. Et pour moi, je n'avais plus de vie, en fait. Je m'occupais de mes enfants, je les emmenais chez la nounou, je les emmenais à l'école, je gérais le quotidien. Mais par contre, j'avais pas le droit, par exemple, d'aller faire des courses. Je pouvais pas aller faire des courses parce que, il fallait s'occuper des enfants. J'avais pas le droit de toucher sa voiture parce que c'était sa voiture. J'avais pas le droit de sortir parce que fallait garder les enfants. Je pouvais pas choisir où je partais en vacances parce que lui avait décidé qu'il voulait partir là et en fait mon avis ne comptait plus sur rien du tout. Je choisissais plus non plus comment je m'habillais puisque c'est lui qui m'achetait mes vêtements et qui me les offrait à Noël ou à mon anniversaire ou autre. Voilà, même m'acheter un sac à main, en fait, je pouvais plus décider de ce que j'allais m'acheter, de ce que j'allais faire de moi-même. Tu as perdu le contrôle de ta vie, voilà, Totalement. sur 10 ans, petit à petit, à l'usure, tu as perdu le contrôle de ta vie. Et à quel moment, du coup, le terme pervers narcissique, et une fois que tu m'aurais répondu, je vais rappeler qu'est-ce qu'un pervers narcissique, à quel moment tu as posé ce mot-là? Je l'ai posé après mon divorce. Donc à ce moment-là, le mot n'était absolument pas posé. Quand mon fils est né, je voyais que dans mon couple ça n'allait pas, mais je ne savais pas ce qui allait pas. Et je pensais que c'était moi le problème parce que il était tout le temps en train de me rabaisser, tout le temps en train de me dire que ce que je faisais n'était pas bien, pas assez, trop peu. J'étais une incapable. J'étais incapable de tenir ma maison, j'étais incapable de gérer mon fils, j'étais incapable de tout en fait. J'étais qu'une incapable et j'étais qu'une bonne à rien. Et il le disait ouvertement que j'étais une bonne à rien. Il le disait devant ses parents. Ses parents ne m'ont pas soutenue, évidemment, ils soutenaient leur fils. Et donc moi à ce moment-là, en fait, j'ai pensé être en burn-out. Je me suis dit, je suis en train de faire un burn-out, je n'arrive plus à gérer rien du tout, j'ai un problème. Et je suis allée voir à la PMI à l'époque un conseiller conjugal. Et au bout de 2 séances, il a été le premier à me parler de violence conjugale. Et donc moi je lui ai dit non, mais on n'est pas dans de la violence conjugale, pas du tout, il me frappe pas. Et en fait, c'est là qu'il m'a expliqué la violence conjugale, ce n'est pas que se faire taper dessus. Et donc il a commencé à poser des mots et c'est lui qui a mis la première graine en fait dans mon esprit. Il a été le premier à évoquer ça. Et après, la vie a continué. Et il y a le Covid aussi qui est arrivé, où on a été confinés dans notre 3 pièces avec nos 2 enfants. Et là, la situation a vraiment été explosive, puisque on sortait pas, on vivait plus, on travaillait en gardant les enfants. Enfin, ça a été une période très très difficile. Et là, à ce moment-là, on commençait à vraiment, c'était même plus du dénigrement, c'était vraiment, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. C'était des insultes. J'étais je vais pas dire toutes les insultes que j'ai reçues, mais c'était des insultes au quotidien devant mes enfants. Et à cette période-là, à 2 reprises, il y a des coups qui sont arrivés. Donc la première fois, je me suis dit c'est une bousculade. La deuxième fois, c'était vraiment un très gros coup de poing. Et cette fois-là, je lui ai dit c'est la 2e fois, il y en aura pas de 3e. Il n'y a jamais eu de 3e.
En revanche, ça a été des insultes. Après ça, c'était tout le temps des insultes. Il n'y a pas une Psychologique, quoi. journée où finalement j'avais pas d'insultes. Pour rappeler un peu à nos auditeurs, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? C'est une personne qui présente des traits de personnalité narcissiques qui sont souvent associés à des comportements, à la fois manipulateurs, à la fois abusifs et très toxiques envers les autres. Alors, il y a 6 grandes caractéristiques. Il y a la manipulation émotionnelle. Les pervers narcissiques, ils peuvent manipuler les émotions et les sentiments des autres pour les contrôler, notamment dans leur cercle familial. Ils vont utiliser la culpabilisation, la flatterie excessive ou la dévalorisation pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ce que tu disais, Lucille, tout à l'heure, voilà, t'es bonne à rien, tu vas jamais y arriver, etc. Sous-entendu, Ouais. tu as besoin de moi pour vivre, tu as besoin de moi pour exister. La deuxième chose, c'est l'isolation. Ils vont chercher à isoler leurs proches en les éloignant de leurs amis et même de leur famille pour les rendre le plus possible dépendants d'eux. Voilà, je vis qu'à travers toi. Il y a les critiques. La critique constante envers les victimes en rabaissant et en vraiment travaillant sur l'estime de soi à l'usure. Parfois même, il y a des coups. Les pervers narcissiques aussi, ils sont souvent très habiles pour mentir et dissimuler la vérité pour justement parvenir à leur fin, avec une empathie à zéro. Voilà, ils ont peu d'empathie envers les autres et se soucient généralement que de leurs propres besoins et désirs. Et là, dans ce que Lucille, tu nous racontes, c'est exactement ça. C'est je fais en sorte, voilà, je veux mon appartement avec mes meubles, sans chat, etc. Et là, ça me va. Et la dernière chose, c'est que du coup, ils vont alterner entre des phases où ils sont super ils répondent à toutes les attentes, au manque d'amour, etc. Ils vont vraiment apporter tout ce qu'il faut, emmener en week-end, offrir des fleurs, offrir des vêtements, etc. Et de l'autre côté, à l'inverse, où parfois, voilà, il y a des coups qui arrivent. Voilà juste la petite aparté pour cette définition du pervers narcissique. Alors pour toi, Lucille, quel a été le moment du coup le plus difficile de ta vie? Le moment le plus difficile, ça a été la prise de décision. Ouais, Parce que, voilà, comme tu le disais, on alterne entre ce qu'on appelle la lune de miel, parce que à côté de ça, on me demande souvent, mais pourquoi t'es resté? Mais parce qu'en fait, c'est vraiment de la manipulation dans le sens où il y a des moments qui sont bien, mais qui sont englobés dans des reproches. Même dans les moments qui étaient bien, il y avait quand même des reproches. Donc la prise de décision a été très très difficile. Je dirais que ce qui a un petit peu fait la bascule, c'est 2 ans avant de partir, où à la montagne, on était partis en vacances. En plus, je lui avais fait une surprise, j'avais loué un chalet super, j'avais invité ses parents pour lui faire plaisir, etc. On est allé faire de la luge avec ma fille et en fait, j'ai fait une chute avec ma fille. Et je me suis fait une entorse au genou, je me suis fait très mal, je me suis blessée. Et au moment de la chute, lui est pas venu me ramasser, quoi. Il m'a laissé et il m'a dit, de toute façon, c'était trop haut, c'était trop vite. Enfin voilà, j'avais fait c'est bien n'importe fait quoi. pour toi, quoi. C'était bien fait pour moi. Et on était parti aussi avec un de ses amis, donc c'est son ami qui est venu me ramasser, qui m'a aidé à retourner jusqu'au chalet parce que je pouvais plus marcher. Et puis moi je me suis effacée à ce moment-là. J'ai dit non mais ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà, j'ai essayé de me faire oublier, quoi. Sauf que le lendemain matin, je pouvais plus me lever de mon lit, j'avais mal partout et surtout je pouvais plus poser mon pied par terre. Et donc là il m'a dit tu te débrouilles, nous on va se promener, mais tu te débrouilles. Donc je suis restée 2 heures au téléphone à attendre que les pompiers répondent. J'ai un pompier qui m'a répondu, qui m'a envoyé une ambulance. Ils m'ont descendu dans la vallée pour aller faire des radios et vérifier l'état de mon genou. Et puis une fois que la radio était faite, il y avait rien de cassé. Moi j'ai dit comment je rentre en fait, parce qu'il y avait 1 heure de route pour retourner au chalet. Et là j'ai appelé mon mari, je lui ai dit tu viens me chercher. Et il m'a dit débrouille-toi, tu prends un taxi, tu te débrouilles. Donc j'ai passé 1 heure à chercher un taxi, à voir combien ça allait me coûter, etc. Et je l'ai rappelé, et j'ai dit voilà, ça va coûter tant. Et en fait je me suis fait insulter au téléphone. Je lui avais gâché ses vacances, etc. Et donc, il est venu me chercher en faisant une tête pas possible. Et la fin des vacances a été gâchée. Mais pour autant, la fin des vacances, c'est moi qui ai fait les valises, c'est moi qui ai géré les enfants et j'ai fait ce que j'ai pu. Suite à ça, j'ai passé 2 mois immobilisée avec des béquilles dans mon canapé, lui en télétravail, donc dans une situation
à la maison qui a été très très difficile. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait une rencontre un jour au parc avec une maman où je lui ai parlé de mon histoire parce que j'avais besoin d'en parler, et elle m'a parlé d'une avocate. Elle m'a dit appelle-la, elle va pouvoir t'aider. Et cette avocate-là n'a pas pu m'aider, mais elle m'a donné un contact d'une autre avocate. Et ça a été cette rencontre-là qui a changé les choses parce qu'elle a été de très bons conseils. Et moi, je lui ai expliqué, voilà, parce que les pervers narcissiques, il y a la violence psychologique, il y a parfois la violence physique, mais on parle aussi de la violence sexuelle et de la violence financière. Il m'avait complètement mise dans une emprise financière où en fait, je ne pouvais pas envisager de partir parce que prendre un loyer en région parisienne avec 2 enfants, c'est compliqué. Donc j'étais coincée. Et cette avocate, très rapidement, m'a demandé de lui expliquer notre situation financière, etc. Et au bout de quelques semaines, elle m'a rappelé et elle m'a dit c'est bon. Donc cette avocate m'a dit que je pouvais partir en toute sécurité, que financièrement, il allait devoir m'aider. Et donc c'est ça qui a vraiment changé ma vie. C'est cet accident qui m'a fait prendre conscience qu'il avait vraiment aucun respect pour moi, que quoi qu'il arrive, j'étais toute seule. Et c'est à partir de ce moment-là que le cheminement s'est fait. Il a encore fallu plus d'1 an pour que je décide de le quitter. Et bon, il y a eu un déclic un jour où il y a eu un événement à la maison qui fait que là, je me suis dit non, c'est plus possible. Maintenant, c'est terminé. Et quand j'ai décidé de le quitter, en fait, avant de lui dire à lui, parce qu'évidemment, j'avais très peur de sa réaction, en fait, j'ai appelé toute ma famille pour leur annoncer que je divorçais. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé mes tantes, j'ai appelé mes cousines. J'ai passé une journée, un dimanche, avec une de mes cousines dont j'étais très proche en étant enfant. Et malheureusement, pendant 10 ans, on s'est pas vus parce que il m'avait coupé d'elle. Et je lui ai dit que j'allais divorcer. Elle m'a soutenue. Elle a été vraiment présente pour moi, alors que elle aurait pu me tourner le dos après ces 10 ans d'absence. Et non, elle a été là pour moi. Et quand mon mari est rentré le dimanche soir, il s'est assis à table après avoir couché les enfants. Moi, j'étais en train de manger toute seule parce que je voulais pas manger avec lui. Il s'est assis et il m'a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On se parle pas? Et je lui ai répondu on divorce. Et là, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible parce que lui, il me faisait du chantage au divorce depuis des années. Il me faisait du chantage au suicide depuis plus d'1 an. Et il savait que le jour où le mot serait prononcé par moi, il y aurait pas de retour en arrière possible. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ouais, c'est fort, hein, c'est fort d'entendre ces mots-là. Hein. C'est encore à toi de prendre la décision de mettre fin à ça. Ouais. Et j'aime faire le rappel aussi que on voit à travers ton parcours, ton histoire, que finalement, la vie t'a envoyé plusieurs messages où tu n'as pas su l'écouter parce qu'en fait, on n'apprend pas à écouter les messages de notre corps. Oui. Et c'est de plus en plus fort. Et là, cette blessure-là qui t'a mis complètement à terre, hein, Oui. rappelons, hein, la signification des genoux, hein, c'est souvent le couple. Hein. Là, la vie t'a envoyé un message clair et net en disant maintenant, stop, Oui. on arrête, faut prendre une autre direction, quoi. C'est ça. Et c'est là où quand j'écoute ton histoire, je me dis, mais c'est vraiment dommage qu'on écoute, qu'on n'apprenne pas à écouter notre corps. Et c'est vraiment ce que je veux faire transmettre. Et du coup, Lucille, aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, je me sens bien. Bien. Est-ce que tu penses que tu as pardonné ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même, aux autres? Alors ça, c'est un long travail. Ça fait 1 an et demi que je l'ai quitté. Ça fait 1 an, là, ça va faire 1 an que je suis dans ma maison, que j'ai déménagé. On a eu 6 mois de cohabitation après ça. Clairement, à lui, je lui ai pas pardonné. Je pense que même lui ne se rend pas compte de ce qu'il m'a fait vivre. Non, le pervers narcissique, de toute façon, ne sait pas et ne se rend pas compte qu'il est pervers narcissique. Hein. Oui. Donc non, lui, je lui pardonne pas. Il y a que ceux qui subissent. Hein. Oui. Je lui en veux vraiment terriblement parce qu'il m'a pris 10 ans de ma vie. Après, dans un sens, je ne regrette pas ces 10 années parce qu'aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants. C'est vraiment ma raison de vivre. Et si je l'avais pas rencontré, j'aurais pas
j'aurais pas mes 2 rayons de soleil. Donc faut pas regretter ce qui s'est passé. Par contre, non, je lui pardonne pas. Je lui en veux beaucoup. Aujourd'hui, les relations, Donc finalement, c'est aussi à toi-même oui, que tu en veux, quoi, d'être c'est ça. resté aussi longtemps Je quand on entend ton discours. Parce que lui, il y a ce qu'il a fait, les faits, et cetera. Mais il y a toi, Lucille, qui est restée pendant 10 ans, qui a ouais, subi, qui a pas vu. Et là, dans ce que je ressens, dans tout ce que tu nous racontes, c'est qu'on voit que le pardon est en cours, mais que toi, tu t'en veux encore, même si aujourd'hui, tu arrives à trouver tous ouais. les points positifs, qu'il y a eu, voilà, avec, ces enfants que tu aimes tant, Moi, et je m'en veux cetera, quoi. encore, même si je suis en train de travailler sur justement l'acceptation de toute cette histoire. Euh, J'en Mmh. veux beaucoup aussi à. Moi, j'ai aussi beaucoup de rancune alors, par rapport à mes parents parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que si je suis tombée sur cette personne-là et que je me suis laissée faire, c'est aussi par rapport à mon histoire de vie antérieure. Euh, et à la fois, je suis beaucoup dans la résilience. C'est vrai que quand j'ai annoncé mon divorce à ma famille, euh, tous les membres de ma famille, vraiment, il y a très peu de personnes qui m'ont pas posé la question est-ce qu'il t'a frappé? Parce que tout le monde avait vu qu'il y avait un Mmh. problème, tout le monde l'avait identifié, mais en fait, j'étais pas prête à l'écouter parce que j'étais dedans, que je voyais pas les choses, que je me rendais pas compte. Mais en fait, tout le monde était inquiet pour moi. C'est bien ça que tu mettes en lumière ça, c'est qu'en fait, les autres voient, mais nous, même si on va nous le dire, on va en vouloir à la personne de nous dire ça et de remettre C'est en ça. cause notre couple. Parce qu'au final, moi j'image toujours avec mes patients, quand on est victime du pervers narcissique, c'est un petit peu comme si on était dans l'eau en train de nager et que la personne pervers narcissique, en fait, nous appuie la tête sous l'eau et puis à des moments, paf, elle remonte en disant: «Tu as vu, je t'ai sauvé, hein, Mm. tu peux respirer là» et hop, je remets la tête comme ça. Et en fait, quand on est dans cette situation-là, on voit que le sauveur à ce Exactement. moment-là, quoi. Et Lucille, est-ce que tu as, je vais faire le lien avec ma pratique à moi. Est-ce que tu as déjà essayé Alors oui, l'hypnose, j'ai justement? été voir une hypnothérapeute à une période où j'étais encore en couple avec lui, mais sur la fin de notre histoire. Il y avait une hypnothérapeute près de chez moi, donc je me suis dit à un moment donné, comme j'allais pas bien, je vais essayer. Et donc la première séance, j'ai pas senti grand chose. Voilà, elle a fait des nettoyages. J'ai pas eu un retour d'expérience particulier. En tout cas, j'ai pas ressenti grand chose. Et Mmh. j'ai refait une séance. Je me suis dit que j'allais lui laisser quand même la possibilité de me montrer. Je voulais aller plus loin. Et la deuxième séance a été incroyable. Tu étais prête, en fait. Le 1er, c'était vraiment pour faire l'état des lieux. Moi, c'est ce que j'explique toujours, hein, la première séance, on fait l'état des lieux et la deuxième, on va travailler au cœur du sujet et là, c'est ce qui s'est Bah passé chez peut-être, toi. oui. Et en fait, elle m'a fait travailler sur l'image mentale que je me faisais de mon mari à l'époque. Et en fait, en travaillant, elle m'a fait fermer les yeux et elle m'a fait visualiser l'image mentale. En gros, c'était quelle image il vous renvoie quand il rentre dans une pièce. Et en fait, quand il rentrait dans la pièce, c'était un espèce de monstre noir, une masse noire qui me collait contre un mur et en fait, il me faisait terriblement peur. Et donc, elle m'a expliqué qu'à chaque fois qu'il rentrait dans une pièce, je voyais ça. Donc, en fait, j'étais terrorisée par toutes ces réactions, par tout ce qu'il pouvait dire ou faire. Et du coup, je m'effaçais totalement. Et elle a modifié cette image mentale. Donc, voilà, on a travaillé ensemble sur une image mentale, sur une protection, sur un bouclier. Enfin, voilà, il y a eu tout un travail pendant la séance. Et alors, c'est incroyable parce que le soir, quand je suis rentrée chez moi, il a eu un comportement habituel, comme tout le temps. Sauf qu'au lieu de me faire peur, ce soir-là, il m'a fait pitié et je lui ai répondu. Et je me suis dit, c'est fou, il me fait plus Waouh! peur. À partir de ce jour-là, il avait plus cette emprise sur moi, il ne me faisait plus peur. Ça y est. Et donc ça, après, en a découlé le divorce, la C'est ça. libération, et Ça a été cetera, quoi. voilà. Pour moi, ça a été un long Et cheminement quand même. Il y a eu beaucoup de graines de planter avant que ça arrive. ouais, mais tu as raison de le dire, hein, se libérer d'un pervers narcissique de son emprise, là, on parle exclusivement d'un pervers narcissique homme, mais ça existe Oui, aussi chez les femmes. C'est pas du jour au lendemain, quoi. C'est vraiment, des petites graines qui sont posées par, une discussion, par un film à la télé, par un livre, par un rendez-vous avec une hypno, parfois même d'autres oui, rendez-vous avec d'autres thérapeutes et ces petites graines-là, à un moment donné, elles vont pousser et quand, voilà, les
fleurs seront jolies, et paf, on va y aller et on va regarder cette entièreté du jardin et se dire waouh, j'y suis arrivée. Et du coup, Lucille, quel conseil tu donnerais? Alors là, je vais parler aux auditrices parce qu'on a parlé de pervers narcissiques hommes, mais quel conseil tu leur donnerais pour des personnes qui subissent un pervers narcissique et qui sont coincées dans cette situation? Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de s'ouvrir. Moi, j'ai fait des rencontres. Je dis souvent que les planètes étaient alignées parce que j'ai fait des rencontres incroyables. Et c'est toutes ces petites rencontres qui m'ont permis de voir les problèmes. Donc c'est pas toujours facile de s'ouvrir parce que quand on est sous emprise, parfois on s'ouvre pas du tout. Mais on a toujours un moment où on va aller à la boulangerie chercher une baguette de pain, où on va aller au travail, où on va aller déposer nos enfants. Et en fait, dans tous ces petits moments de vie, on peut faire des rencontres et on peut parler à des gens qui potentiellement vont pouvoir nous aider. Moi, cette maman qui m'a fait rencontrer une avocate, je suis allée au parc et j'ai discuté avec elle, pas dans un objectif qu'elle m'aide, c'est juste que là, ça s'est fait comme ça, il y a eu un contact qui s'est passé. J'ai commencé une activité d'entrepreneur, j'ai rencontré des personnes qui pareil, m'ont fait prendre conscience que ce que je vivais, c'était pas normal. Mais il a fallu du temps et beaucoup de rencontres et beaucoup de... Donc voilà, de s'ouvrir en fait, d'essayer de s'ouvrir et d'avoir confiance en soi. En fait, on a une force en nous qui s'efface, qui se fait oublier, mais en fait, on a de la force à l'intérieur de nous. C'est beau ce que tu dis. Merci beaucoup en tout cas, Lucille, pour ce partage profond et inspirant. Moi, certains passages m'ont vraiment tordu l'estomac et j'ai pensé à plein de patientes que je suis aujourd'hui qui sont dans cette situation-là, qui sont en train de s'en libérer et je pense bien évidemment à toutes ces personnes aussi qui ne se rendent pas encore compte qu'elles sont sous emprise et je suis persuadée réellement que ton témoignage va les aider à un moment de leur vie à se sortir de là. J'aime bien conclure l'interview avec une question un peu plus personnelle. Que dirais-tu à la petite fille que tu as été? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais qu'elle n'est pas toute seule. Je lui dirais vas-y, avance et va voir ce qu'il y a plus loin. Parce qu'en fait, au bout du chemin, il y a des choses qui se passent en fait. Et la petite fille que j'étais, elle s'oubliait, elle s'effaçait. Si elle avait pu rentrer dans un petit trou de souris, elle l'aurait fait. Et heureusement, elle l'a pas fait. Heureusement, elle a réussi à en sortir de son trou de souris parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie et on peut s'en sortir. On peut s'en sortir même si tout ce qui nous entoure semble sombre. En fait, on peut s'en sortir, on peut réussir parce qu'au fond de nous, on a vraiment quelque chose. Il y a que soi-même en fait pour pouvoir en sortir. Donc la petite fille, je lui dirais d'avancer et d'avoir confiance en elle. C'est génial. Merci Lucille encore pour ton interview. Merci à vous d'avoir écouté ce doux témoignage et rappelez-vous que tout est possible à celui qui ose, travaille, rêve et n'abandonne jamais. Merci d'avoir écouté Tout est possible aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis m'aident beaucoup à atteindre plus d'auditeurs et j'aime vraiment entendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde tout au long de ces podcasts. Pour noter et commenter, il suffit de descendre en bas de la page de l'épisode sur votre application et de choisir le nombre d'étoiles que vous pensez que je mérite. Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, je serai ravie de le lire lors des prochains enregistrements. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.